communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Question d'argent, un rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi à 16h. Nous allons en compagnie du Point essayer de résoudre, de vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ces thématiques du patrimoine et de l'épargne. Nous avons le plaisir donc de faire cette émission en partenariat avec Le Point. Laurence Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame Argent au Point, une femme en or en voilà, quelque sorte. Exactement. Ça sied bien à ce décor. Et on a le plaisir aujourd'hui pour cette première de recevoir Meyer Azoghi. Bonjour Monsieur Azoghi. Bonjour. Vous êtes le président de Cyrus Conseil, une société de gestion privée de gestion de fortune. Et vous allez nous accompagner au long de cette émission de vos lumières. Vous pouvez bien sûr pendant tout ce direct poser vos questions sur le chat qui est à côté du player. Mais avant de rentrer dans le thème de cette émission consacrée au PEA-PME, nous allons dire un petit mot de l'actualité du patrimoine et de l'épargne. Laurence, de quoi est-ce que vous parlez cette semaine dans Le Point? Alors cette semaine dans Le Point, on aborde la hausse des prélèvements sociaux. Une hausse insidieuse puisque après toutes les mauvaises nouvelles contenues dans la loi de finances, le gouvernement a pris de nouvelles dispositions en matière de sécurité sociale et il augmente les prélèvements sociaux sur les placements les plus anciens, le PEL, le plan d'épargne en action et l'assurance vie. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les retraités, j'allais dire. Meyer Azoghi, j'ai l'impression que vos clients sont habitués maintenant aux mauvaises nouvelles. Malheureusement, c'est une spécialité française avec surtout des changements permanents et en l'occurrence un effet rétroactif puisque sont concernés des placements des PEA qui ont plusieurs années, qui auraient pu être taxés selon les millésimes et là qui vont être taxés quel que soit le montant, la date de réalisation de cette plus-value à 15,5%. C'est un enjeu qui est très important pour certains gros PEA ou contrats d'assurance vie. Et ça perturbe vos clients, cette incertitude, cette instabilité fiscale? Malheureusement, elle les perturbe pour certains. Le point de non-retour est atteint et encore une fois, nous sommes là pour faire avec malgré tout et trouver des parades à ces changements brutaux. Elle est même de plus en plus fréquente, je crois, on peut le dire. Alors, Laurence, le dossier de cette semaine de questions d'argent, c'est le PEA-PME. Qu'est-ce que c'est que ce fameux PEA-PME? Alors, c'est un nouveau placement que veut créer le gouvernement pour encourager les Français à investir dans les entreprises et dans les petites entreprises. Alors, c'est une enveloppe fiscale, à l'image de l'assurance vie ou du PEA classique. Et elle sera en vigueur si tout va bien et si le Parlement la vote en début d'année prochaine. Quels sont les critères pour pouvoir bien investir dans ces entreprises? Il y a une certaine, ça s'appelle PME, il y a une certaine catégorie d'entreprises qui est visée. Alors oui, en fait ça concerne les entreprises qui ont moins de 5000 salariés. C'est la définition de l'INSEE, d'ailleurs elle est un peu sujette à caution, mais selon l'INSEE, c'est des entreprises de moins de 5000 salariés qui font moins d'1,5 million de chiffre d'affaires et 2 millions de bilan, je crois. 1 milliard. 1 milliard de bilan. 1,5 milliard de chiffre d'affaires et 2 milliards de total de bilan. Donc c'est quand même un panier assez vaste, ça fait des belles PME, des ETI comme on dit. Oui, mais malheureusement, tout ça part d'un bon principe, d'aider l'économie, d'orienter les flux financiers vers l'économie réelle, sauf qu'on a exclu, en fait, ce sont les sociétés non cotées surtout, qui devaient bénéficier de cet investissement en PEA-PME. Il s'avère que dans la réalité, ça va être plus des petites sociétés cotées que la véritable société non cotée, l'ETI tel qu'on l'entend et qui n'a pas un accès au marché boursier. Avec déjà un risque de bulle finalement sur les petites entreprises cotées, c'est le principe des marchés financiers, on anticipe toujours le coup d'après. Vous l'observez ça à la Bourse de Paris, on voit déjà des phénomènes PEA-PME arriver? Il y a certaines valeurs, c'est vrai que il faut savoir déjà que le texte n'est pas voté, mais on escompte à peu près 4,5 milliards d'investissements puisque ça vise essentiellement les 60 000 détenteurs de PEA qui sont déjà au plafond. Le plafond était de 132 000 euros. Il est question qu'il passe à 150 000 euros. Là aussi, il est question puisque avec ce gouvernement, tant que ça n'est pas voté, on risque d'avoir quelques surprises. Et là, on rajoute une tranche de 75 000 euros pour investir sur des entreprises PME au sens, comme le disait Laurence, de l'INSEE. On regrette un petit peu que ces actifs s'orientent un petit peu plus vers quelques valeurs liquides
sur les marchés d'Alternext, etc., et non pas vers la véritable PME. Alors, juste une précision, ce n'est pas une tranche supplémentaire au PEA qui existe déjà, c'est une nouvelle enveloppe. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une enveloppe PEA-PME sans avoir un PEA classique, ou en avoir deux, mais il faudra en avoir deux. Absolument, et y compris dans un établissement différent. Ça, c'est une grande victoire. Bon, les banques souhaitaient que le PEA-PME soit associé automatiquement au PEA. Là, on pourra avoir un PEA dans l'établissement A, un PEA-PME dans l'établissement B. Mais alors, quelle différence avec le PEA dit classique? Parce que historiquement, on pouvait déjà placer certaines participations d'entreprises non cotées, en private equity, des startups par exemple, dans son enveloppe de PEA. Il y a un effet d'annonce, on pouvait déjà le faire. Là, en créant un produit spécifique, on veut mettre l'accent sur les PME, on veut attirer l'attention des investisseurs. Ça, c'est plutôt une bonne chose. La différence, c'est qu'on va repartir à zéro, c'est-à-dire que pour avoir les mêmes avantages que le PEA classique, il faudra attendre 5 ans. Il n'y a pas d'antériorité fiscale, ce qu'on peut avoir dans un PEA normal. Donc, c'est un produit dont le succès n'est pas garanti d'avance, j'allais dire. Oui. Vous pensez que vos clients vont se tourner vers cette enveloppe nouvelle? Pour certains, forcément les plus fortunés, qui ont déjà un PEA plein à 132 000 euros, 150 000 euros, il ne faut pas oublier que ce sera un placement risqué. Surtout, oui, encore plus risqué que le PEA classique, parce qu'on est sur des tailles d'entreprise plus petites. Absolument, donc il faudra voir, est-ce qu'on y va en direct sur des titres cotés, ou est-ce qu'on le fait au travers d'une gestion collective, puisque certains OPCVM vont être dédiés, à condition qu'ils soient eux-mêmes investis au moins à 75% sur ces valeurs éligibles. Donc globalement, ça va être quand même un placement à risque. Nous, il nous plaît, puisque c'est un placement qui va dans le cadre d'investissement non coté, qui est une véritable classe d'actifs à part entière. C'est pour ça qu'on aurait préféré un PEA PME qui soit plus orienté vers du non coté que du côté, puisque le côté, on l'a déjà par ailleurs. Il y a le FCPR. Ça aurait été plus lisible en fait. Absolument, le FCPR apporte à peu près, le fonds commun placement à risque, qui apporte à peu près les mêmes avantages que ce PEA-PME. Il y a même les fonds communs de placement à l'innovation qui offrent en plus un autre avantage, une réduction d'impôt à l'impôt sur le revenu et encore plus à l'ISF. Donc la concurrence va être rude. Alors, vous parlez d'intermédiation, parce que c'est ça, on n'investira pas forcément en direct. C'est difficile quand on est un particulier, aller investir en direct dans une société, surtout si elle n'est pas cotée. Sauf si c'est sa propre société et qu'on en détient moins de 25%, ou pour certains salariés qui travaillent dans des sociétés qui offrent des possibilités de participer au capital. Ça, c'est une excellente nouvelle. S'ils ont déjà utilisé les 132 000 euros, ils pourront utiliser cette tranche supplémentaire de 75 000 euros pour investir dans leur propre société, à condition encore de ne pas détenir plus de 25% du capital, puisque c'est le critère qui est retenu. D'accord, donc ça c'est un point intéressant. Laurence, sur l'intermédiation, est-ce que c'est un produit qui va être poussé par les réseaux bancaires, par exemple? Moi, je pense que dans les mois qui vont suivre le vote de la loi, toutes les banques vont essayer, vous savez, ça va être le produit du mois, et toutes les banques vont essayer de le vendre. Est-ce que tous les Français ont intérêt à souscrire? Ce n'est pas forcé. D'accord. Voilà, donc il faudra qu'il soit sélectif et voir. Alors on a les questions. Pardon, on a les questions des internautes qui arrivent aussi en même temps. Romain nous demande que penser de la bourse des PME Internext. C'est une nouvelle entité de NiceOrNext. C'est une bourse qui a été créée au printemps, toujours avec le même objectif, favoriser l'investissement dans les petites entreprises et permettre aussi aux entreprises d'accéder au marché. C'est-à-dire là où elles ont un peu de difficulté à trouver des sous auprès des banques, on leur a dit venez en bourse et vous allez avoir des capitaux. Et ça marche? Alors, la genèse a été longue, difficile. Alors, ils espèrent avec un peu le PEA-PME leur donner un petit coup de plus supplémentaire. Parce qu'on a déjà Alternext qui existe et qui est censé remplir cette mission de financement d'entreprise. Alors, certes innovante, mais de taille modeste. Avec Alternext, parce que c'est le nouveau nom de cette bourse, ils ont un peu allégé les contraintes. Donc, pour une entreprise, c'est plus facile de s'introduire en bourse, c'est plus facile de faire une augmentation de capital. Donc voilà, mais c'est vraiment par petits pas. Monsieur Azouagui, Karine demande, peut-on cumuler PEA classique et PEA PME? On l'a évoqué déjà, mais la réponse est oui. Je confirme, un PEA. Mais en revanche, un de chaque, pas plus. Deux par foyer fiscaux pour un couple marié. Donc probablement 150 000 euros pour le PEA, 75 000 euros x 2 pour un couple dans le cas du PEA-PME. Il faut peut-être rappeler les avantages finalement du PEA. Alors, c'est l'exonération des plus-values. Voilà, c'est l'exonération des plus-values. C'est un avantage de plus en plus important
compte tenu de l'alourdissement de la fiscalité. Si on attend 5 ans, ça veut dire quand même une durée d'investissement 5 ans. Et si on veut un peu faire de la rotation de titres, il faut mieux au moins attendre 8 ans, 10 ans même, pour éviter d'avoir à fermer le plan si on désinvestit, non ? Rotation, non. Au sein de l'enveloppe, en fait, c'est une enveloppe de détention. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette enveloppe, on peut faire autant de mouvements, autant de rotations que l'on souhaite. Ce qu'il ne faut pas, c'est retirer de l'argent après 8 ans, auquel cas le PEA est clôturé. Il n'y a pas d'incidence fiscale, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, mais le PEA est clôturé. Et les prélèvements sociaux restent dus. Il y a un autre avantage pour le PEA, qui est très peu utilisé, je ne pense pas que les internautes qui nous regardent aujourd'hui soient concernés, c'est la sortie en rente viagère qui est exonérée. Bon, il faut savoir que ça existe pour nos vieux jours, puisque nous allons tous vivre plus de 100 ans. Espérons. En effet, ça peut être un point intéressant. Une question qui nous arrive également de Patrick. Quel fonds commun choisir lorsque l'on est un particulier? Sur quels critères se baser en effet pour prendre une décision? Est-ce que là, il y a des choses à faire, à anticiper? Donc là, nous sommes dans le cadre du PEA classique, puisque le PEA PME n'a pas encore et pas de fonds qui sont éligibles. Alors, il y en a qui vont arriver, qui y a de plus en plus de marketing autour de ça. Oui, qui vont arriver, sachant que tout va dépendre là aussi du niveau de risque. Moi, j'ai envie de faire passer quand même un message, puisque nous sommes dans un pays où toute l'épargne est orientée par des lois fiscales. La loi Duflot, la loi Girardin, l'assurance vie. À chaque fois, ce sont des avantages fiscaux qui orientent l'épargne. Donc, la question à se poser, ce n'est pas quel type de fonds PEA, PME. Est-ce que dans mon patrimoine, je dois avoir du risque? Et si oui, est-ce que je le prends au travers du PEA, PME? Et si je ne veux pas de risque, sachant qu'a priori les obligations, notamment les obligations convertibles, seront éligibles à ce dispositif, ce qui n'est pas le cas du PEA, on peut mentionner donc cette petite nuance. Et donc au travers du PEA, PME, je pourrais avoir certains fonds qui auront ce qu'on appelle une volatilité moins forte. Même les obligations, je crois, vont absolument, être… sous certaines conditions. Donc encore une fois, n'oublions, le principe est bon. Orienter des capitaux vers des entreprises de taille moyenne, des ETI qui ont du mal à se financer auprès de leurs banquiers traditionnels ou sur le marché. Et puis on peut peut-être ajouter côté investisseur, côté épargnant, que les petites valeurs surperforment les grandes. Ça fait une dizaine d'années que ça se passe. Je crois que sur les… Ou sous-performe quand ça va dans l'autre sens. Non, très peu. En fait, on s'aperçoit que depuis 3 ans, parce qu'il y a eu des statistiques qui ont été menées, elles surperforment de 3% environ la performance des grands groupes. Et d'autre part, il y a une autre étude qui a montré que depuis 2000, il n'y a eu que 3 années où elles ont fait un moins bon résultat. C'était, je crois, 2007, 2008 et 2011, des années de dépression. Alors, si on est en reprise, de la croissance que tout le monde espère, on peut peut-être espérer des bonnes performances. Désolé Laurence, mais on ne va pas être forcément… Chez Cyrus Conseil, c'est exactement… Nous ne regardons pas le passé. C'est beaucoup trop simple de regarder les performances passées, de regarder les SICAV qui ont 5 étoiles et de se dire parce qu'elle a été bonne dans le passé, donc ça va se reproduire. Il vaut mieux connaître les gérants, savoir qu'est-ce qu'ils y mettent réellement à l'intérieur, suivre les mouvements parce que des gérants quittent par moment leur société de gestion. Donc c'est plus une analyse… Pas simplement la maison, mais aller une couche en dessous, s'intéresser à celui qui gère l'argent. Absolument, c'est l'étage ou disons dans lequel nous rentrons un petit peu plus pour essayer de comprendre réellement ce qui est fait par le gérant. On peut avoir des performances qui ont été mauvaises un certain temps. Si elles sont bien expliquées, elles peuvent être intéressantes puisqu'on peut profiter d'un rebond du marché et autant être sur des valeurs qui ont été décotées à un moment plutôt que de prendre… Parce qu'on a tous… Par instinct, on va choisir la SICAV qui a eu la meilleure performance depuis le début de l'année. Ça n'est pas suffisant. Bon, ça répond à la question de Patrick. Intéressez-vous aux gérants qui vont pouvoir piloter ces enveloppes. Une question de Louis. Est-ce que les Français vont retrouver un intérêt finalement pour ces placements à risque? On connaît la version assez grande et qui se justifie parfois malheureusement, mais pour la bourse en général, là on est sur des actions, cotées ou non. Est-ce que selon vous ça va faire du bien à la pédagogie du placement à risque? Indéniablement oui, ça va aider l'investisseur français qui n'aime pas le risque. Et pour cause, il faut savoir que nous sommes très loin. Ceux qui ont pris des risques dans les années 2000 s'en souviennent encore et n'ont pas retrouvé leur mise. Donc il y a une volonté aujourd'hui de la part de l'épargnant d'avoir plutôt une gestion prudente. Mais parallèlement,
par défaut, il n'y a plus où aller. Les monétaires, les SICAV monétaires, les placements monétaires ne rapportent plus rien du tout. Sur les obligations, on a plus à y perdre qu'à y gagner. Le fameux fonds en euros, placement préféré des Français aujourd'hui, va plafonner après impôt aux prélèvements sociaux à 2,5. Donc ça va être une incitation, peut-être même un petit peu plus de pédagogie pour donner un peu d'appétit à l'investisseur pour aller ses actions. Encore une fois, il faudra bien veiller à l'intérêt général, à l'objectif recherché. Si on est en pleine phase de consommation de son épargne, qu'on est à la retraite, aller se mettre sur du risque, ça n'a pas de sens. Si on a du temps devant soi, bien évidemment, ça va être une excellente occasion de doper un petit peu ce marché. C'est pas un placement de court terme, il faut avoir du temps. Un horizon, 8 ans à peu près 5 ans minimum, qui est de toutes les façons le placement action indépendamment de l'aspect fiscal. Des actions, on n'investit pas pour moins de 5 ans. Marc demande quand ce PEA-PME entrera en vigueur. Donc on le rappelait, ce n'est pas encore promulgué, c'est pas encore voté. C'est le projet de loi de finances, donc il faut qu'il soit voté par le Parlement, pas avant le 1er janvier. Il faut pas... Vous avez évoqué le côté fiscal de cette mesure. C'est encore une niche fiscale, finalement on n'arrive pas à en sortir de ces fameuses niches fiscales. Oui, c'est l'orientation. C'est un peu paradoxal. On n'arrête pas de nous raconter qu'il faut éliminer les niches, que ça coûte 80 milliards d'euros à l'État et donc aux contribuables. Et puis on en crée constamment et c'en est une nouvelle, quoi. Et c'est aussi un cadeau aux plus fortunés, aux riches, parce que l'avantage est de cette nouvelle enveloppe et que si on a déjà rempli la précédente, le PEA classique. Oui, mais dans la mesure où on n'est pas obligé d'avoir un PEA pour avoir un PEA PME, ça peut très bien être proposé à un investisseur qui n'a pas de PEA, qui a 20-30 000 euros. Pourquoi pas, encore une fois, investir dans... Donc avant le PEA classique, on pourrait passer directement à la case PEA PME, ce n'est pas contradictoire? Non, rien ne l'empêche techniquement. Est-ce qu'on peut défiscaliser, est-ce qu'on peut cumuler les défiscalisations? On reste dans cette logique de niche fiscale, celle du PEA, PME et celle de l'IRPP, par exemple l'impôt sur le revenu ou de l'ISF. Ce n'est pas les mêmes produits, il faut faire des investissements séparés. On peut les cumuler. On ne peut pas toucher 2 fois la défiscalisation. Mais on ne peut pas toucher 2 fois sur le même produit ou sur le même montant. Mais on peut cumuler. On peut mettre une partie de son épargne dans un fonds commun de placement sur l'innovation. On peut mettre un peu sur le PEA, PME. Voilà, on peut saupoudrer. Je ne sais pas si c'est le conseil que vous donnez, mais on peut saupoudrer, mais en tout cas pas cumuler. Parce que quand on investit parfois dans des PME, on peut déduire de son ISF, entre autres, ou de son impôt sur le revenu, une partie de cet investissement. Absolument. En ce qui concerne l'ISF, on a un plafond de 90 000 euros qui donne droit à une réduction maximale de la moitié, donc 45 000 euros d'économie ISF possible. Mais donc c'est l'un ou c'est l'autre, on ne peut pas cumuler. Eh bien merci pour toutes ces explications. On va refermer cette émission avec un chiffre, Laurence, 21%, de quoi s'agit-il? Alors c'est l'augmentation des taxes foncières entre 2007 et 2012. C'est énorme et la semaine prochaine, on vous expliquera pourquoi cette augmentation et si elle est encore tolérable pour les Français. Et bien voilà, merci Monsieur Azogui pour vos éclairages. Merci Laurence pour toutes ces précisions également. Merci à vous tous de vos questions. On se retrouve donc la semaine prochaine sur ce thème foncier. À la semaine prochaine, même endroit, même heure.